Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie de recevoir une grande âme du monde spirituel, auteur de plusieurs livres, dont le plus récent, Traverser la nuit noire de l'âme, sorti en 2022. Je veux parler de Marie-Lise Labonté. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui est sorti en 2003. Alors oui, ça remonte un peu, je l'avoue, mais ce sujet n'a pas pris une ride. On va parler des familles d'âmes. Alors bonjour Marie-Lise, et comment vas-tu? Bonjour, je vais bien. Merci Clément de ton invitation. J'aime bien ton nom, le sage, la bonté. C'est magnifique ça. J'ai l'impression qu'on se complète bien, effectivement, et c'est moi qui te remercie du fond du cœur pour participer à ce podcast qui n'est pas encore très, très connu, mais un jour peut-être, on y arrivera. Ah, j'en suis certaine. C'est merveilleux. Maryse, est-ce que tu peux te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaissent peut-être pas, s'il te plaît? Oui, bon, ben, je suis une femme Déjà. déjà. Et ben, ça fait des années que j'ai connu une expérience très prenante qui était de me guérir d'une maladie incurable que les médecins avaient dit à l'âge de 20 ans, 21 ans, que je souffrais de cette maladie auto-immune qui est, en France, vous dites la polyarthrite rhumatoïde. Au Québec, on dit l'arthrite rhumatoïde. Et donc, j'étais très atteinte. J'ai fait tout mon temps universitaire malade avec cette maladie auto-immune et je cherchais à gauche, à droite. Vraiment, j'avais l'impression que ça me venait du ciel et je me sentais pas du tout responsable. Donc, j'essaie de faire une histoire courte. Donc, très, très jeune, j'ai connu être très malade, souffrir physiquement et en arriver vers, on me disait, ben, ça va être la chaise roulante à 25 ans. Et à 25 ans, je pouvais plus vivre ma sexualité, ce qui était aberrant pour moi. Alors, j'ai eu un déclic et je suis allée chercher vraiment la guérison à l'intérieur de moi, accompagnée d'un mentor qui vivait à Paris. Donc, j'ai tout quitté pour aller vers mon chemin de guérison, suivant mon intuition. Donc ça a été le début très marquant d'un changement de vie total, un changement de valeur aussi, cesser de vivre pour ses parents ou la société et vivre pour soi. Et ça a été le début de mon parcours. C'est pour ça que je le nomme comme étant, d'ailleurs, le premier livre que j'ai écrit, c'est Se guérir autrement, c'est possible. Alors voilà. Et de là a découlé plusieurs livres et j'ai changé de vie, j'ai changé ma profession, je suis devenue psy et mon but, c'était de transmettre aux gens qu'ils avaient tous la possibilité de se guérir. Alors ça, c'était mon parcours pendant plusieurs années. Puis après, j'ai eu un autre choc, je peux dire que la grâce m'est tombée dessus, littéralement, pendant une conférence que je donnais à des médecins sur l'auto-guérison. Et de là, c'est a découlé un processus de médiumnité. Alors à nouveau, j'ai changé de vie, j'ai quitté ma profession de psy parce que je pouvais pas combiner les deux au regard au Québec, hein, à Montréal, du large public, où j'étais très connue comme psy. Alors là, comme médium, oh là là, la société a beaucoup de difficultés avec ça. C'est comme si on était des êtres à part, ce qui n'est pas vrai du tout. Mais, et nous avons un don, hein, comme tout le monde a un don, et le mien était aussi la médiumnité. Alors, je me suis consacrée à la médiumnité et d'où aussi le titre de cet ouvrage dont nous allons parler, Famille d'âme.
Alors, la vie a continué. Bon, j'ai rencontré l'homme qui est devenu mon époux. Et mon époux, au bout de 10 ans, il s'est fait tuer. Donc, c'était un autre choc. Donc, j'ai eu une vie semée de moments où je change de vie à quelque part à cause de ce que j'ai à rencontrer dans mon destin de cette incarnation. Et c'est là que mon mari est mort en 2000, puis le livre est sorti en 2003, grâce à des amis qui m'ont poussé vraiment à sortir le livre. Et d'ailleurs, on les J'étais pas remercie de préparée. t'avoir poussé parce que c'est vraiment une vraie pépite, ce livre. Merci. C'est vraiment une vraie pépite. Et Alors justement, voilà, ben, en gros, mon histoire. d'accord, bah, c'était semé d'embûches, mais bon, c'est Ah ben oui, que du bénéfique à la fin, quoi. oui, dans le sens que c'est les épreuves purifient à quelque part notre âme, notre personnalité. Alors, c'est bien, j'ai connu une bonne Oui, purification jusqu'à maintenant. là-dessus, on est d'accord. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que j'ai le cœur de partager avec le grand nombre, que même les débutants comprennent, est-ce que tu peux nous dire ce que représentent les familles d'âmes, s'il te plaît? Oui, ce sont finalement, c'est céleste. Ce n'est pas sur Terre, on peut rencontrer des âmes incarnées, hein, qui font partie de notre famille ou qui font partie des autres familles d'âmes. Mais je veux dire, c'est avant tout, au niveau de l'au-delà, c'est des regroupements d'âmes qui ont un but spécifique d'intervention dans le monde, soit ce monde terrestre, le monde céleste, et qui se regroupent en cellules. Donc, il y en a, je pense, 12, je me souviens plus. Et c'est, il y a à l'intérieur de la famille d'âmes, ce sont vraiment, c'est de l'amour, hein, il n'y a pas de Hmm. compétition. Comme à l'intérieur d'une famille terrestre, il pourrait y avoir. Donc, il y a le noyau de la famille. Donc, c'est des âmes qu'on appelle les âmes sœurs primordiales. Puis après, il y a les filtres, donc d'autres âmes qui laissent passer l'énergie venant du noyau vers l'extérieur de la périphérie. Puis après, on a les stabilisateurs, donc c'est un autre, mais c'est toujours au sein du noyau, hein. Hmm. Il y a comme des couches. Puis on a les âmes qui sont comme des âmes étincelles, qui sont vraiment à la périphérie et qui échangent avec d'autres âmes de d'autres familles aussi, dans l'au-delà. Et tout ça vient d'une matrice très importante qui s'appelle l'âme mère et qui est comme un sas vibratoire. Parce que avoir une âme, c'est avoir un manteau. Bon, dans l'incarnation terrestre, notre âme pèse un poids. Ouais. Dans l'au-delà, non, hein, parce que c'est complètement dégagé de l'attraction terrestre. N'empêche que c'est un manteau qui recouvre une étincelle, la chispa, vraiment l'essence. Alors, nous naissons essence de la source, comme si on voit le soleil qui est en ébullition, ben, c'est comme une petite particule. Et pour devenir une âme, nous passons à travers un sas vibratoire comme on voit dans les films d'extraterrestres, un sas vibratoire qui s'appelle l'âme mère. Et de là, nous prenons manteau âme et nous allons rejoindre les familles d'âmes. Ça a l'air vraiment un truc de science-fiction, hein. Bah, quand je t'écoute, ça me fait passer au dessin animé Saul. Je sais pas si tu l'as vu. Comment? Le dessin animé Saul, c'est un Disney, justement. C'est dans l'au-delà, comment sont faits les âmes, les personnalités et tout. Ah oui. Ah non, je connais pas.
Eh ben, je t'invite à le regarder et OK. c'est vraiment très ludique pour les enfants. C'est vraiment top. C'est vraiment top. Il y a à la fin de chaque chapitre des questions-réponses qui sont canalisées. Alors j'aimerais que tu en développes une en particulier, c'est doit-on toujours revenir à l'état de l'étincelle pour changer de famille d'âme? Alors déjà, qu'est-ce qu'ils veulent dire par revenir à l'état d'étincelle et pourquoi changer sa famille d'âme? Ah, ben là, ça, c'est vraiment, c'est un peu incompréhensible pour nous terrestres Ça me rassure. de dire je vais changer de famille d'âme, quoique j'ai connu des gens bien incarnés qui, à cause d'une blessure d'amour avec un autre être incarné, comme j'ai connu une femme qui était avec son compagnon et son compagnon ne l'a pas choisi en tout cas. Donc, ensemble, ils étaient de la même famille. Donc, dans sa blessure d'avoir été délaissée, abandonnée, peu importe, elle a demandé de changer de famille d'âme, tout en étant incarnée. Donc, ça n'a pas été facile. Pour te dire que sur Terre, il y en a qui vont changer de famille d'âme selon leur demande ou ça se fait tout seul. Mais dans l'au-delà, là, je peux pas vraiment répondre. J'ai l'impression que oui, c'est possible parce que si je retourne à mon essence en tant qu'âme, en tant qu'âme, hein, sans être incarné, si je choisis quand d'ailleurs, quand je voyage quand je traverse là, tout ce que, enfin, peut-être on connaît dans l'au-delà, je traverse les grandes eaux EAUX avec la barque dorée, je redeviens étincelle et là, je peux rechoisir une famille d'âmes à travers le sas de l'âme mère. D'accord. Et ça, c'est après enfin, c'est pour une réincarnation ou c'est plus de notre vivant à nous, du coup? Ben, non, c'est dans l'au-delà, les familles d'âmes ont des actions que moi, je n'arrive pas à suivre parce que je suis pas juste branchée sur les Bien familles. sûr, ouais, ouais. Et donc, elles ont des actions autres que l'incarnation. Les âmes s'incarnent. Souvent, elles vont essayer de guérir leur famille terrestre, hein, leur relation, et après aller vers la famille céleste sur Terre. C'est-à-dire retrouver des âmes qui, quelquefois d'une autre famille, vont aider l'accomplissement de leur mission, de leur don. Très bien. Euh, Tu nous parles dans les présentations des différentes familles d'âmes d'une stabilité nécessaire. Est-ce que tu peux développer ce point, s'il te plaît? D'une stabilité Oui. nécessaire. Alors, moi, dans mon souvenir, dans ce que j'ai lu dans le livre, il y a des familles d'âmes avec avec des scissions, avec Ah des oui, spécialités, et il faut une stabilité exactement. justement pour. Est-ce que tu peux nous développer ce point-là? Oui, par exemple, il y a une famille très, très grande, très large, qui est la famille des guérisseurs. Et dans la famille des guérisseurs, tu as les guerriers guérisseurs qui défendent les enseignements de la guérison, qui s'assurent qu'il n'y a pas de distorsion sur Terre, hein. Les guerriers guérisseurs, tu as les guérisseurs, tout simplement, tu as les chamans guérisseurs, puis tu as les enseignants guérisseurs qui sont des guérisseurs, des âmes qui sont venus pour guérir, mais pour enseigner la guérison. Donc ça, c'est une large famille qui a plusieurs ramifications, si on peut dire. D'accord. Et du coup, dans la famille des guérisseurs, tu arriveras à reconnaître quelqu'un qui vit sur Terre. Tu dis, tiens, bah lui, il ferait bien partie de la famille des Ah guérisseurs oui, en fonction de son travail ou de tout ce qu'il fait, quoi. en fonction de ses mains. D'accord. Ok, vas-y, je suis curieux, Il y a développe si il y a une tu peux. caractéristique, mais je ne veux pas entrer là-dedans parce que
Et une caractéristique, mais je peux quand même informer, physique à chacun incarné sur Terre par rapport à sa famille d'âme. D'accord, ok. Et je vais reconnaître un guérisseur par ses mains, par la profondeur du chakra des mains, ici le creux des mains. D'accord. Et je vais reconnaître, ça c'est facile pour moi. Ben facile, je suis pas là. Oui, bien sûr, bien sûr. Puis après, tu es dans le sujet depuis Je peux beaucoup plus longtemps, reconnaître mais ici la famille des maîtres parce qu'ils ont une marque au niveau du front, pas une grosse tache, là, mais ils ont quand même quelque chose. Puis je peux reconnaître aussi ah ben, je peux reconnaître la famille des guérisseurs parce que le guérisseur ne se reconnaît pas guérisseur. Ça, c'est sûr. c'est ça. Souvent, oui, c'est ça. Ils Non, non, mais moi, je rejettent fais pas, moi. complètement. Ils ont, tu sais, les familles ont, quand elles s'incarnent, elles retrouvent des blessures fondamentales Mm. liées aux familles. C'est très intéressant. Mais Mhm. d'ailleurs, tout ça, on en parle dans le livre. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que je me souviens, je les ai pas toutes de tête, mais il y a bâtisseurs, Ouais. les Les communicants aussi, Caniciens, oui, la famille de la la communication, communication, ouais. euh, des écrivains ou des journalistes. Euh, il y a la famille Point des enseignants, tout simplement. Oui, Et il y a, waouh, il y en a. oui, il y en a, il y en a. De toute façon, le mieux, c'est de lire le livre, comme ça, tout le monde Oui. découvre au fur et à mesure. Ouais, j'aimerais que nous abordions le sujet des âmes primordiales. Alors, je connaissais pas du tout. Est-ce que tu peux en parler, s'il te Oh plaît? God. Alors, Dieu merci, j'en suis pas une. Parce que j'en ai rencontré plusieurs dans ma vie, étant donné toute mon action hein, au niveau des familles d'âme, puis des enseignements, de la médiumnité. Mais j'ai plein d'exemples de gens qui, toute leur vie, bon, ça fait partie de la psychologie du prince charmant et de la princesse, où on cherche son âme sœur, entre guillemets, à tout prix. Mais là, c'est plus que ça. C'est vraiment, ces gens ne se sentent pas vraiment accomplis s'ils n'ont pas retrouvé l'âme avec qui ils étaient vraiment liés. Ils étaient doubles à quelque part, comme des jumeaux. Ouais, j'allais y venir comme des flammes jumelles ou... Ouais, bon, parce que là encore là, il y a différentes significations. Donc, j'ai rencontré ça dans ma vie. Par exemple, j'ai rencontré une femme qui était dans la guérison, qui a retrouvé son âme sœur primordiale, qui était profondément homosexuelle, bon, Mm. et qui était dans la décoration de façon internationale. Donc, tu imagines un peu, c'est pas évident comme rencontre. Mais ils se sont quand même mis ensemble sans trahir leur identité, hein. Et, mais ils ont eu tellement de nettoyage à faire au niveau de l'ego qu'à un moment donné, ça a lâché. Et j'ai un jour, en prenant l'avion, rencontré son ancien compagnon qui vivait toujours le deuil de cette âme. Et elle, ben, je l'ai côtoyée pendant des années. Et pour elle, c'était comme une mort. C'est comme si quand tu perds ton mari, tu le perds. Je veux dire, en termes de mourir, hein. Mais pour elle, c'est la même chose. Donc, c'était pas fantastique. Alors donc, les informations que moi j'ai reçues sur les âmes sœurs primordiales, c'est que si tu fais partie du nucléus, du noyau d'une famille, eh bien, accroche-toi dans l'incarnation, parce que si tu retrouves ton âme sœur primordiale, espérons que ça va fonctionner. Oui, Parce que parce que c'est c'est pas beaucoup forcément de tout travail. rose. Non, c'est ça. C'est ça, ça peut être aussi des vies très très compliquées, Oui. mais quoi qu'il arrive, ça s'attire, quoi.
Oui, D'accord, très bien. Euh, J'aimerais qu'on aborde le sujet du Shushumna. Est-ce que tu peux la nous expliquer ce chouchouna. que c'est, s'il te plaît? La chouchouna, c'est vraiment le canal vibratoire que nous avons à l'intérieur de nous tout le long de la colonne vertébrale, hein, de la base du coccyx, mais qui rentre plus profondément entre nos deux jambes. Ce canal continue dans la terre et tous les chakras, la naissance des chakras, le cœur des chakras est à l'intérieur du canal, plus ce que moi j'appelle aussi le cœur de notre corps, c'est-à-dire les muscles intrinsèques, tout ce qui est au centre du centre. Donc ça, c'est la Shushumna qui s'élève toujours à l'intérieur de nous et qui sort par le chakra de la couronne et qui peut aller rejoindre d'autres corps subtils, hein, du cocon de lumière. Alors, dans la Shushumna circule la force de vie, la Kundalini, euh, notre énergie vitale, qui peut être bloquée par différents chakras. C'est-à-dire parce que les chakras, c'est comme des cônes, hein, vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés. Et comme dans tout corps, il peut y avoir des resserrements, des tensions qui font que notre énergie vitale veut bien circuler de bas en haut, de haut en bas, mais des fois ça bloque et ça peut créer des maladies. D'accord. Est-ce que tu aurais des conseils justement pour aider à la circulation de tout ça? Assouplir son dos, sa colonne vertébrale, des étirements, la respiration et les zones qu'on appelle les diaphragmes du corps, qui sont comme des zones qui, c'est des tissus, hein, c'est réellement physique, en plus d'être vibratoire. Donc, le périnée, le diaphragme thoracique, ici le diaphragme claviculaire et le diaphragme crânien. Et eux, ils sont comme à travers la Shushumna. La Shushumna, c'est vertical, les diaphragmes sont horizontaux. Alors, si je bloque mon plexus, eh ben, je peux bloquer mon énergie vitale. Si je bloque mon périnée, eh ben, je peux bloquer ma relation à la terre. Et la même chose ici. Et la même chose ici. Je vais bloquer les émotions de mon cœur vers une conscience. Voilà. Ou vers la parole, dire. Quand on dit parler son deuil, ben, D'accord, ouais, donc des étirements, des assouplissements, pardon, du type oui, yoga et tout, c'est l'idéal, quoi. du type de la méthode que j'ai créée aussi. Moi aussi, oui. Justement, est-ce que tu peux nous parler de cette méthode, s'il te plaît? Ah, la méthode de libération des cuirasses, c'est le cas de le dire. Bon, je suis partie. Ça, c'est mon processus d'auto-guérison que j'ai vécu qui sont des mouvements, mais pas des mouvements. Je lève le bras 25 fois pour Hmm. travailler mes biceps, mes triceps, mais plus des mouvements en conscience avec des outils pour aller ouvrir des zones du corps humain qui sont cuirassées. C'est-à-dire que j'ai instinctivement refermé, mais je m'en souviens plus. Alors, je me retrouve en grandissant en âge, peut-être de plus en plus cuirassée, et d'où viennent des symptômes vraiment pas agréables. Ça peut bloquer mon énergie sexuelle, bloquer l'énergie de mon cœur, enfin, peu importe. Peu importe, c'est quand même important. Les Oui. cuirasses font partie de notre cerveau reptilien, notre cerveau animal, qui qu'il se sent menacé, euh, ferme et protège les organes internes, les organes qui sont reliés à la vie, et libère les articulations. Tu sais, c'est ce qu'on appelle le réflexe de fuir, d'attaquer.
tout ça, ben pour ça, il faut de l'énergie. Donc, je cuirasse et je peux m'en aller, je peux foncer devant moi. Enfin, Henri Laborit en fait l'éloge, d'ailleurs, de la fuite. Alors, la cuirasse, elle nous sert le temps de quelques secondes, quelques minutes. Mais après ça, si je la garde, elle me dessert. Et les gens savent pas qu'ils la gardent. Donc, ils reviennent de leur travail, cuirassés dans leur travail, r- rentrent dans leur quotidien avec la famille, cuirassés. Et c'est comme ça qu'ils répondent durement aux enfants, aux chiens, aux chats, aux plantes. Tu sais, j'ai travaillé dans une prison. Les gardiens de prison, Ils font pas semblant. non, ils enlèvent pas leur cuirasse en rentrant chez eux. Ah, c'est bien dommage. Et du coup, Oui, parce que c'est un lieu, c'est dans ces foyers-là, c'est là où il y a beaucoup de violence. Donc, la cuirasse ne nous aide pas. Et la méthode que j'ai créée, ça s'appelle la libération des cuirasses. Et c'est comme ça que je me suis guérie. d'accord. Et est-ce que tu as quelque chose à nous partager, un lien, un livre en- Oh, sur ça, oh, j'en ai tellement écrit. Attends. Ah oui, j'imagine bien. Euh, Si tu devais citer un livre là-dessus, et, justement, au cœur de notre corps. au cœur de notre corps, ok. Ouais. Et là, je parle vraiment de un peu mon histoire, mais surtout de mes patients, des cuirasses, enfin, au cœur de notre corps. Ouais. Très bien. Bon, bah, c'est ce qu'il vous reste à faire, hein, les auditeurs. Foncez. Foncez, faites comme moi, à mon avis. À la fin de l'enregistrement, je vais aller regarder ça tout de suite. Euh, Après cette petite parenthèse, il vient le chapitre des teintes et des correspondances vibratoires. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il Oui. te plaît? Au niveau des familles d'âmes, alors chaque famille d'âmes a sa couleur. La couleur, dans l'au-delà, le mot couleur est léger, hein. C'est vraiment une teinte, quelquefois indescriptible, comme un bleu, un vert, couleur ambrée, couleur dorée, blanc doré, rose nacré. On comprend ces mots, mais je veux dire, de là donc, chaque famille d'âme a sa couleur. Ne me demande pas quelle couleur, parce que ça serait trop compliqué. Il faudrait que je le lise Promis. à côté de moi. Euh, et tu parlais des vibrations, ben oui, c'est que chaque famille d'âme a sa mission à quelque part, sa vibration. Par exemple, la famille des maîtres, quand une âme de la famille des maîtres s'incarne, c'est un pionnier, une pionnière qui vont initier un mouvement nouveau et les autres, d'autres, suivent ce mouvement. Il n'y a pas juste les gourous, là. Il y a des gens qui s'incarnent et qui initient un mouvement. Et ils sont souvent seuls parce que c'est pas tout le monde qui les suit. Tu sais, c'est pas des êtres nécessairement très sociaux, mais qui font partie de la famille des maîtres. Exemple, et je pourrais t'en citer d'autres, la famille des guérisseurs, qui reconnaissent pas qu'ils sont guérisseurs, etc. Donc, chaque famille a une vibration. Moi, on m'avait parlé, alors je ne sais plus où ni quand, comme quoi les mathématiciens comme Pythagore et tout feraient partie de la famille des maîtres, justement. Oui, ça se pourrait. Ça se pourrait qu'ils viennent pour débloquer, faire avancer la chose et faire évoluer encore et toujours, quoi. C'est ça. Et du coup, des personnes de la famille des maîtres, il y en a potentiellement qui sont encore incarnées en ce moment même, Ah ben oui. très certainement. C'est pas qu'on va dire, ah, c'est un maître. Non, non, pas du tout. C'est monsieur, madame, tout le monde qui peut faire partie de la famille des maîtres, mais qui initie un mouvement qui n'était pas initié sur la planète Terre. Par exemple, le docteur Carl Gustav Jung, qui a créé toute une méthode, ben lui, faisait partie de la famille des maîtres. Pour ne citer que lui, effectivement, oui, on situe à peu près le personnage, on voit bien.
Euh, Sur la fin de ton livre, tu nous parles des âmes sœurs et de leur contrat. Est-ce que tu peux nous développer ce point? Ah oui, certainement. Justement, mon mari qui est parti de façon quand même violente, là. Euh, ben justement, c'était une âme sœur, pas primordiale, Dieu merci. Et nous savions intérieurement, avant d'en parler, quand les égaux se sont rencontrés, qu'on a parlé de une possibilité d'être ensemble et tout, ben, c'est comme si nous avions un contrat D'accord. d'engagement, hein, pour accomplir ce qu'on avait à accomplir. Et pendant 10 ans, nous l'avons vécu. Les débuts sont toujours un peu difficiles parce que ça veut dire 1 + 1 = 3. Et donc, 1 + 1 = 3, ben, c'est que le un et le un, les personnalités ont besoin de s'assouplir pour qu'on en arrive à 1 + 1 = 3. Sinon, ça fait 1 + 1 = 2 ou ça fait -1 dans une relation fusionnelle. Alors, nous avons réussi 1 + 1 = 3, puis il est parti. D'accord. Euh, alors moi, ce qui se passe, c'est... Alors moi, je vais me mettre à la place des lecteurs qui n'ont pas lu le livre. Et il m'est venu une question que je me suis posée avant la lecture. C'est pouvons-nous changer de famille d'âme après une réincarnation? Par exemple, pour reprendre l'exemple de Carl Gustav Jung, qui faisait partie de la famille des Oui, maîtres, quand il s'est réincarné, j'imagine oui, que ça a été le cas, est-ce qu'il a pu faire partie de la famille des guérisseurs ou... oui, c'est possible. Oui, c'est possible que quand l'âme s'élève, là, quand elle quitte, ben, tu sais, il y a un passage, hein. Elle rencontre ses guides d'incarnation. Elle fait le point sur sa vie qu'elle vient de vivre, puis elle sait très bien ce qu'elle n'a pas réussi à transmuter. Ouais, C'est par ouais. exemple la blessure d'abandon, elle a plus ou moins. Bon, donc elle fait sa grande traversée et après elle peut décider avec d'autres guides de lumière qui accompagnent l'âme qu'elle va aller dans une autre famille pour accomplir une mission différente. C'est ça. Et il n'y a pas de... Ah, Là, il me revient une question en tête. Euh, Il n'y a pas de notion de vieille âme ou de jeune âme selon la famille. mais à quelque part, oui. C'est-à-dire que, tu sais, porter le manteau âme, c'est déjà une charge, même si tout est amour et tout. Si tu es juste une étincelle, ben, évidemment, si tu veux entrer dans cette immense famille, tu prends un manteau âme. Une étincelle peut pas s'incarner, mais l'âme peut s'incarner. Alors, tu prends manteau âme et l'âme est détachée. Elle n'est pas, tu sais, on parle souvent de dette. Excuse-moi, Hmm. mais ça, Ah, ouf. pas de problème. Alors moi, Dans j'écoute tous l'au-delà, les ça avis ici. n'existe pas. Sur Terre, oui, bien sûr. Et l'âme, excuse-moi, hein, je t'ai coupé l'âme peut revenir et dire, bon, ben là, cette fois-ci, je vais passer à travers, disons, ma blessure d'abandon et allez, je vais inviter ma personnalité, mon corps à agir. D'ailleurs, je commence une nouvelle série de conférences qui s'appelle Guérir l'âme. Parce que les gens ont la croyance que l'âme, elle est parfaite. Ben, excuse-moi, mais il y a des âmes blessées, il y a des âmes qui sont en souffrance en s'incarnant. C'est pas parce que je viens de l'au-delà que waouh, waouh, waouh. Non, non. L'incarnation, c'est pas une épreuve, mais c'est un processus pour l'âme. Et les blessures de l'âme peuvent ressurgir, etc. Là, je vais pas rentrer dans. Oui, 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 c'est encore un autre sujet bien vaste. C'est un autre sujet, Exactement. effectivement. Je sais pas si j'ai Euh, répondu à ta question. ah oui, très bien, très très bien, au contraire.
Maëlys, pour me finir cette interview, il me reste mes deux Oui, petites questions rituelles. La oui. première, c'est as-tu un message ou un conseil à communiquer à tout le Ah monde? oui, guérissez votre âme. Simple et Non, efficace, mais on va pas chercher plus loin. ça commence, excuse-moi Clément, ça commence C'est ça. par soi, c'est-à-dire se guérir son propre corps, sa personnalité, ses blessures. C'est comme s'harmoniser, être uni intérieurement. Et après, on a vraiment la chance de s'occuper de son âme. Et l'âme continue d'appeler, hein, par des événements de la vie. Et comme moi, je te dis, mon mari est mort un 24 décembre. Merci, joyeux Noël. Ouais. Donc, c'est marquant. Et là, tu dis, ouais, ben oui, il s'est fait tuer, c'est pas de ma faute. Attention, je dis pas que c'est de ma faute, mais où est ma responsabilité? Comment assumer ma responsabilité de vie? Ben, j'aurais pu mourir aussi. Je te donne juste un exemple. Mais je suis pas morte. Donc, Hmm. si je suis vivante, c'est qu'il y a peut-être une raison. Il y a quelque chose à faire derrière, on est d'accord. Là, je suis avec toi. C'est ça. Allez. Eh ben, merci beaucoup. Ma deuxième question, c'est as-tu une recommandation culturelle? Alors, tu nous as parlé de ton livre Au cœur de notre corps. Est-ce que tu as une recommandation culturelle? Donc, ça peut être un livre, un film, un documentaire ou même quelqu'un que tu aimerais mettre en avant. Ah, ben, moi, j'ai un livre qui m'a beaucoup interpellée dans toute l'expérience psychocorporelle. C'est un livre d'un des disciples de William Reich. Donc, c'est le docteur Alexander Lowen qui s'appelle Le corps bafoué. Ok. C'est un livre magnifique. Vraiment, là, quand on lit ça, on peut dire, ah oui, ah oui, ah oui, je pense que j'ai un corps bafoué. Tu sais. Est-ce que tu peux nous donner un peu la thématique de ce livre du Ben, coup? c'est qu'il parle, justement, il va parler des diaphragmes, il va parler du corps, il va parler que notre corps, même si euh, je peux le maltraiter inconsciemment, je peux m'auto-maltraiter, ou je peux permettre à quelqu'un de me maltraiter, mais pas physiquement en donnant des coups, mais par des phrases dures. C'est ce qu'on appelle le corps bafoué, qui est justement le corps maltraité. Et c'est un excellent rappel sur soi. Très bien. Donc, docteur Alexandre Lowen, Le corps Alexander bafoué. Lowen, ouais. Parfait. Euh, Marie, j'aimerais te laisser un moment pour ton actualité. Tu nous as parlé que tu Oui, commençais une série de conférences. oui, je commence parce que quasi à chaque trimestre, je peux dire ça, je donne tous les mercredis soirs par Zoom une conférence d'1 heure sur un thème qui dure 7 semaines. Le chiffre 7 pour moi est très important. 7 semaines. Et donc, pour débuter cet automne, la semaine prochaine, le thème, c'est guérir l'âme. Alors, D'accord. si quelqu'un veut prendre connaissance des différentes rencontres, c'est le mercredi à 18 heures et tu vas sur mon site marielisebonde.com. Très bien. Bah, de toute façon, je mettrai tout ça dans la description de l'épisode. Comme ça, Merci chacun pourra y beaucoup. aller à sa guise. Marie-Lise, il me reste plus qu'à à te remercier du fond du cœur. C'était un honneur pour moi de te recevoir ici. Merci Euh, beaucoup. c'était, euh, c'est quelque chose parce que moi qui lis depuis quelque temps maintenant, j'avoue que ton nom fait sensation, il ressort beaucoup et c'est une chance de t'avoir reçu. Merci beaucoup, Clément le sage. Merci beaucoup à toi. Dame la bonté te remercie. Madame la Bonté, oui, vous êtes extraordinaire. Je Merci. vous remercie du fond du cœur. J'espère Ok. que tous les auditeurs auront apprécié cette petite interview. Et puis à très bientôt, j'espère te revoir ici.